Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de Politique. Et notre invité ce soir est Gilles Simeoni. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Je salue également mes confrères Jean Vitus Albertini et Pierre-Simon Paul. Merci également à vous. Merci. Alors, le 17 décembre 2015, vous avez été élu président du Conseil exécutif. 10 ans après, quel bilan peut-on tirer de la mandature nationaliste ? Autonomie et droits du peuple corse, tensions qui traversent la société insulaire, économie, urbanisme et environnement, ou encore moyens dont dispose la collectivité. Ce sont les thèmes sur lesquels vous serez interrogé durant 1 heure. En fin d'émission, nous évoquerons également les municipales. Alors, le 17 décembre a été qualifié de jour historique. On écoute un extrait de votre premier discours de président de l'exécutif. Oui, cela a été un très long chemin. Tamantashtra. Mais à partir d'aujourd'hui, une autre histoire commence et nous allons l'écrire ensemble. L'emo da scrivere insieme. E viva la Corsica, e viva il popolo corso, e viva la democrazia. Gilles Simeoni, vous avez été élu sur une promesse de rupture. Est-ce que vous estimez que vous avez été à la hauteur des enjeux ? Je pense que nous avons été collectivement à la hauteur des enjeux. Nous n'avons pas totalement accompli la promesse. Parlava di un percorso che è stato fatto per parecchi decine di anni. Forse questa stonda qui, on pensava mica la strada fermata là. Donc oui, il reste encore beaucoup de choses à faire et sur beaucoup de points essentiels, nous n'avons pas définitivement gagné, loin de là. Mais pour autant, je considère que, y compris si depuis 10 ans, j'ai commis et nous avons commis notre part d'erreur, mais quelle entreprise humaine n'en comporte pas, y compris donc si nous avons commis notre part d'erreur, je pense que nous avons été dans le respect de cette promesse. J'écoutais mes derniers mots, Io Bobolo Grosso. Ça s'engage à rien. Et la démocratie, ça engage à beaucoup, au contraire. Ça engage à essayer à chaque instant, à chaque moment, y compris les plus difficiles, dans chaque décision, y compris celles qui peuvent paraître les plus anodines, de chercher à placer au cœur du choix et de la décision l'intérêt général, l'intérêt collectif, l'intérêt de la Corse et du peuple corse. Et je crois avoir toujours respecté cette promesse. J'en suis sûr même. On a dit à la hauteur des enjeux, mais est-ce que vous avez été à la hauteur des attentes? Selon vous, les attentes, elles étaient très fortes. Étaient-elles trop fortes? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas un peu sous-estimé l'exercice du pouvoir à cette époque-là? Plusieurs questions, et j'ai envie de répondre oui à chacune d'entre elles. Il y a eu une part de déception, mais je dirais il était normal que l'attente fût immense. Nous venons d'une histoire longue, douloureuse, d'une logique de résistance, et puis au bout de tant de décennies d'un combat qui, lorsqu'il a été initié, pouvait paraître désespéré et était objectivement marginal, voilà qu'au terme de ces décennies de combat et d'engagement, et souvent de sacrifices, le suffrage universel consacre nos idées et notre idéal. Alors oui, et comment pouvait-il en être autrement? Il y a un immense espoir et une vague de bonheur et d'euphorie qui nous transporte à toutes et à tous. Mais comme dans chaque grand moment d'une histoire collective, en Corse comme ailleurs, là encore, il faut ensuite se confronter à l'épreuve de la réalité, à des moyens qui sont insuffisants, à une conjoncture qui peut évoluer, y compris, et ça a été le cas lors de ces dernières décennies, avec des crises multiformes et profondes. Et donc oui, l'euphorie de la victoire initiale est brutalement confrontée à une réalité qui ne change pas aussi vite qu'on l'avait imaginé et qu'on le souhaite. La marche était trop haute? Non, la marche n'était pas trop haute. On vient de loin. On vient d'un peuple qui a été nié dans ses droits, d'une île qui a été délibérément laissée à l'écart du développement et qui même, par bien des côtés, a été traitée au plan politique et au plan économique et culturel selon une logique coloniale. Nous savions que nous avions devant nous des chantiers immenses. Construire un pays, ça ne peut pas se faire en 10 ans. Et là, pour le coup, même si j'avais sans doute mal mesuré un certain nombre de difficultés, comme beaucoup d'autres,
pour le coup, on ne peut pas me reprocher d'avoir sous-estimé l'ampleur de la tâche, puisque à chacune de mes prises de position publique, ça a d'ailleurs été l'occasion de petits désaccords au moment de la majorité, où, par exemple, certaines forces qui composaient la majorité en 2015 disaient qu'en 5 ans, nous pourrions changer de façon radicale les choses. L'autonomie, c'était 3 ans en 2017, dans le contrat de mandature de Pierre Raccourci. Oui, mais on n'y est pas. Oui, mais pouvions-nous imaginer, là aussi, et je m'interroge souvent, et nous en parlons souvent, j'en parle avec vous, j'en parle avec les élus, j'en parle avec les militants, et j'en parle avec les Corses. Oui, nous espérions, et je pensais, raisonnable et légitime, de croire, avec conviction, que l'État et les gouvernements successifs allaient prendre acte des leçons du suffrage universel et de l'aspiration très largement majoritaire. Et c'est vrai, je ne pouvais pas imaginer qu'un grand pays comme la France, qui se targue d'être une démocratie et qu'il est, par bien des aspects, lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait autant de réticences. Et je dirais même vous étiez instruit par l'histoire, quand même. Votre histoire familiale et puis l'histoire politique de la Corse, quand même. Je n'ai jamais été naïf et je n'ai jamais sous-estimé l'ampleur des difficultés, et y compris, je dirais, la culture politique millénaire de l'État, de ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond. Mais pour autant, je me disais, et je continue de me dire, que l'État ne peut pas continuer à nier une aspiration historique qui a traversé les générations. L'existence d'un peuple corse, c'est une évidence, non seulement pour les Corses eux-mêmes, mais pour tous les observateurs de la réalité historique, culturelle, sociale, géographique de la Corse. Donc je me disais, je continue de me dire, et je continue à dire à mes interlocuteurs gouvernementaux et étatiques, et Dieu sait s'ils ont été nombreux et divers pendant ces 10 années, que vous ne pouvez pas continuer à tourner le dos à l'histoire et à une aspiration qui finalement, indépendamment de sa légitimité propre par rapport à l'histoire de la Corse, histoire ancienne et contemporaine, n'est que le droit commun, il faut le répéter avec force. Cette aspiration n'est que le droit commun de la totalité des îles européennes, et notamment des îles de Méditerranée. Des dizaines de millions d'Européens vivent au quotidien l'autonomie dans une logique apaisée, démocratique, et qui génère, ça a été démontré notamment par les travaux de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, qui génère en plus du développement économique et social, indépendamment de la reconnaissance politique et de l'épanouissement culturel. Donc c'est invraisemblable qu'il faille continuer à se battre pour obtenir ce qui est finalement indu. 10 ans à la tête de l'institution, c'est beaucoup, c'est même difficile. Certains diront même que c'est trop. Peut-être. Vous aimez le pouvoir, Gilles Siméone ? Non, je ne pense pas aimer le pouvoir, mais je considère qu'il faut en passer aussi par l'exercice du pouvoir, avec ses difficultés, ses contraintes, ses limites, quelquefois ses erreurs. Il faut en passer par l'exercice du pouvoir pour transformer profondément la société. Et en cela, je continue d'être fidèle, et nous continuons d'être fidèles à notre projet, qui est un projet à la fois de rupture, mais qui est aussi un projet de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, et c'est peut-être une des raisons des difficultés auxquelles nous devons faire face, il faut à la fois transformer de façon très profonde et radicale la société corse, indépendamment même de son rapport à l'État et à la France, mais la transformer à travers un travail sur elle-même, pour qu'elle aille vers la respiration démocratique, le développement économique, la sortie des logiques clientélistes qui ont structuré notre histoire. Il faut cette rupture profonde, mais en même temps, elle doit se faire avec la patience qu'impose l'exercice démocratique, la patience et l'obstination qu'impose l'exercice démocratique. Est-ce que vous n'aimez pas le partager? Alors il est vrai que vous vous êtes débarrassé en 2021 de Corsica Libre et du PNC, vous avez tenu à distance respectable Corinne Front. Pour quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir, c'est un peu contradictoire, non? Alors, je vous répondrai, je pense que j'ai été extrêmement partageur, et dans la répartition du pouvoir et dans l'exercice du pouvoir. Vous faites référence à la première partie de la mandature. J'ai conduit la liste, je pense avoir contribué de façon forte à la victoire collective. J'ai accepté délibérément, y compris entre 2015 et 2017, entre 2017 et 2021, d'être minoritaire
au sein de mon propre conseil exécutif, et donc de surreprésenter des partenaires, notamment le PNC et Corsica Nazione à l'époque, justement pour démontrer à mes partenaires, et puis au-delà à celles et ceux qui avaient voté, pour le que PNC, nous étions dans une pratique qui était une pratique collective. Et cet effort que j'ai consenti délibérément, c'était aussi la façon de traduire dans les choix politiques et dans les équilibres, avec une surreprésentation des partenaires, que nous étions dans une logique de convergence qui ne concernait pas seulement les nationalistes, il y avait une liste mais qui a unique avec le vocation PNC quand même. à Il y avait une liste s'élargir. unique avec le PNC au moins oui. en 2015, donc il n'y a pas de surreprésentation. Il y avait une surreprésentation, et notamment lorsque le PNC ensuite a refusé d'intégrer FMO à Gours et que nous avons eu des discussions. Au sein du Conseil c'est pas le cas en exécutif, 2015. j'avais accepté d'être minoritaire. Et je pense que, y compris dans la pratique, au quotidien, des responsabilités, dans la façon de les déléguer, dans les marges d'appréciation. Oui, mais il n'y a pas eu de rééquilibrage, il y a eu éviction. Il n'y a pas eu éviction. Il y a eu une discussion politique et le constat de ma part que les engagements que nous avions pris, en tout cas c'est ma conviction et je pense l'avoir démontré, n'étaient pas respectés pour un certain nombre d'entre eux, et notamment pour un certain nombre d'entre eux qui étaient essentiels à partir de là. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé après le démontre. Je veux dire, moi, au lendemain de 2021, j'ai proposé à ceux qui avaient été les partenaires de réouvrir les discussions, de reconverger ensemble, et ils ne l'ont pas voulu. Et ce qui s'est passé ensuite, et je pense notamment aujourd'hui aux choix qui sont faits par Jean-Christophe Angelini et par la structure PNC, démontre bien qu'il y avait des différences fondamentales, y compris sur la vision politique et sur la vision de la société. Donc il fallait malheureusement en passer par là. Au-delà des rapports avec les forces politiques, est-ce qu'il n'y a pas de votre part la volonté de placer des gens qui n'ont pas un parcours personnel et qui, au fond, vous doivent un peu tout, et ce qui fait que vous êtes le chef incontesté. Auparavant, il y avait une majorité relative, après il y a une majorité absolue. Aujourd'hui, il y a une majorité absolue avec des gens que de faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de votre part, une volonté d'avoir la main, y compris en plaçant des gens qui ne vous font pas d'ombre? Ça, c'est autre chose que la discussion avec le PNC et avec Corsica Libre. Je vous fais remarquer, d'abord, il n'y a pas que des gens de fait. Il y a une démarche FAPO-Bounsem qui a été une démarche ouverte. Et le paradoxe, c'est que, précisément, tantôt on me reproche d'être trop retréci et recentré sur le nationalisme, tantôt on me reproche exactement l'inverse, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir la démarche à des gens qui ne sont pas nationalistes et qui ont un parcours qui peut être différent du nôtre. Ma vision politique, y compris lorsque j'ai commencé avec d'autres à la porter dans l'opposition, et dans une opposition qui était extrêmement minoritaire, n'a jamais varié. Moi, ce que j'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, c'est qu'on ne construit pas un pays, on ne bâtit pas une nation uniquement avec une force politique. Premièrement. Deuxièmement, c'est que le peuple corse, ce ne sont pas seulement les nationalistes, même si les nationalistes ont été historiquement la force politique qui a en permanence défendu les intérêts du peuple corse. Et la société corse que nous devons construire ensemble est une société de pluralisme, dans laquelle il y a nécessairement des opinions politiques très différentes et qui peuvent même quelquefois être opposées. Notre devoir de nationaliste, à mon avis, et je dirais même notre devoir de patriote, et de nationaux au sens nationaux de Pasquale Bauli, si on transpose aujourd'hui, c'est en permanence de privilégier l'intérêt de la Corse, l'intérêt du peuple corse et l'intérêt de la nation corse. Et donc, c'est à la fois de faire converger l'ensemble des nationalistes et aussi de s'ouvrir à des forces. Mais ça, c'est le discours, mais la pratique, elle est quand même différente. Il y a pas eu beaucoup plus d'ouverture du côté de la gauche. Mais encore faut-il, mais après, chacun a sans doute sa part d'erreur. Mais j'ai commencé dans l'opposition, je l'ai fait en 2014 à Bastia. J'ai souhaité le faire en 2015, mais nous l'avons fait à travers simplement un rapprochement des nationalistes, parce qu'il n'y avait pas de force politique autre que nationaliste disponible, et ça n'était pas le cas non plus en 2021. Donc c'est aussi une construction politique. Pour être dans une logique de partenariat, il faut qu'il y ait plusieurs partenaires. Ma volonté, ça a toujours été de créer les conditions de cette convergence. Donc, comme vous contestez ces critiques, vous n'allez pas changer d'optique. Il n'y a pas de rapprochement envisagé avec le PNC, avec Nazione maintenant. Au contraire, et je pense l'avoir dit, je l'ai dit, la logique historique, c'est celle d'abord de la convergence entre nationalistes. Lorsqu'on est dans la continuité de cette logique historique, tant mieux. Lorsqu'on s'en écarte, au-delà de ce qu'on peut considérer être la responsabilité des uns et des autres, il faut essayer d'y revenir. Donc, pour être très direct par rapport à votre question, a fortiori, dans la Corse d'aujourd'hui, une Corse qui est menacée, et un peuple corse qui est menacé dans son existence même, à travers la spéculation immobilière,
à travers le recul de la langue, à travers les difficultés sociétales, à travers les logiques communautaristes qui existent aussi, à travers le refus de l'État, à travers les évolutions démographiques. Cette angoisse des Corses, qui va bien au-delà des cercles nationalistes, il faut savoir y répondre. Et y répondre comment ? Par un projet politique. Et par qui doit être porté, à mon sens, ce projet politique ? Bien sûr, par l'ensemble des nationalistes, mais également par des gens, des femmes et des hommes qui ne sont pas nationalistes. Sur les divisions, vous renvoyez la responsabilité à vos anciens partenaires. Est-ce que vous estimez que vous avez été irréprochable ? Par exemple, en 2021, quand vous avez refusé la main tendue pendant l'entre-deux tours, même si les urnes vous ont donné raison ensuite, puisque vous avez bénéficié de la majorité absolue, et même en 2017, quand vous avez fait le choix de présenter Jean-Félix Akouaoui contre l'avis du PNC à l'époque, est-ce que vous estimez que vous avez été irréprochable ? À l'époque, je ne pense pas qu'il y ait eu un désaccord du PNC sur la candidature de Jean-Félix Akouaoui. Oui. Il disait en tout cas qu'il fallait qu'il reste à l'Office des Transports. C'était peut-être plus... Il y a eu des arbitrages qui ont été faits sur 2021. Dans une décision politique ou une situation politique, on ne peut pas dire « j'ai totalement raison, les autres ont totalement tort ». Donc, il y a sûrement des torts partagés. Globalement, je considère, et je pense pouvoir le démontrer, mais ce n'est pas le sujet ce soir, que et nous avons respecté la lettre et l'esprit du contrat que nous avions passé ensemble. Entre les deux tours, il y a une cohérence politique. On ne peut pas, dans les mois précédents, y compris lorsqu'on était au sein d'une majorité commune, me critiquer, tantôt en disant que je n'étais pas suffisamment nationaliste, que je n'étais pas suffisamment en rupture avec l'État, venir dire qu'il fallait impérativement renforcer encore les logiques de rapport de force interne, tourner le dos, critiquer, et puis entre les deux tours, dire on va faire ensemble. Il n'y avait plus la place pour se rapprocher entre les deux tours, dès lors que les critiques étaient allées aussi loin de la part de mes anciens partenaires. Par contre, au lendemain du deuxième tour, j'ai tendu la main, elle a été refusée, dont acte. C'est une séquence qui est derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à partir de l'analyse de la situation actuelle et de la volonté de converger autour d'un projet ? Dernière question sur les divisions, après ça ouvrira une transition pour les rapports avec l'État. Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment donné, tous nationalistes, que vous pouvez vous payer, vous étiez tellement puissant que vous pouviez vous payer le luxe de la division ? Et finalement, les urnes vous ont donné tort cette fois-ci, notamment avec la défaite de Jean-Félix Akouaoui aux dernières élections législatives. Et surtout, est-ce que du coup ça n'affaiblit pas un petit peu le rapport de force avec l'État d'afficher un visage de nationaliste totalement désuni ? Bon, bien sûr que dans le cas d'un rapport de force avec l'État, le fait qu'il y ait une désunion est un facteur d'affaiblissement. Mais pour autant, on ne peut pas maintenir, bien que j'ai tenté de le faire, envers et contre tout l'Union, s'il y a des manquements forts à la logique qui doit structurer celle-ci. Donc, nous sommes dans un rapport de force qui, à mon sens, doit rester démocratique. Il faut faire converger le maximum de force nationaliste et de progrès pour dire à l'État, et ça fait partie des enjeux, veut dire, on est confronté aujourd'hui à une fin de cycle, y compris de ce côté-là, d'un point de vue de la stratégie globale. Je fais partie de celles et ceux, vous le savez, qui, y compris dans le cas des débats internes, ont dit avec force qu'il fallait tourner le dos à l'action clandestine, parce que, indépendamment des conditions de sa naissance, une naissance qui a été imposée par la violence première, qui était celle de l'État, j'ai toujours dit, notamment dans les 20 dernières années, qu'il fallait sortir de la logique de la violence clandestine et qu'il fallait aller vers une logique démocratique. Ça, c'est le premier acquis, et nous l'avons construit ensemble. Le deuxième, c'était de dire, nous faisons le choix de la démocratie, mais il faut que la démocratie fonctionne. Or, aujourd'hui et depuis 10 ans, notamment dans le rapport à l'État, la démocratie ne fonctionne pas puisque l'aspiration majoritaire et très majoritaire des Corses n'est pas prise en compte. Justement. Donc, nous devons aujourd'hui réfléchir, j'espère, et notamment le rendez-vous d'avril est décisif, puisque l'engagement du Premier ministre, c'est d'inscrire l'examen de la révision constitutionnelle au Parlement en avril 2026. Eh bien, en avril 2026, sur le fondement des écritures qui ont été validées et qui ont fait l'objet d'un très large consensus en Corse. Il faudra que la représentation nationale... Bien sûr que j'y crois, mais non seulement je crois, mais je crois qu'on a le devoir d'y croire et on a le devoir de réussir. Alors ce consensus, il a été arraché, vous disiez que vous avez voulu rompre avec la violence clandestine, il a été arraché quand même par la violence de rue, qui est autre chose que la violence clandestine, consécutivement à l'assassinat d'Yvan Colonne le 2 mars 2022. Est-ce que si vous aviez mis
essayé de mettre en place un rapport de force plus tôt. Dès 2018, on a compris, enfin vous avez peut-être compris que l'État était sur d'autres logiques que celle du dialogue. Pourquoi à ce moment-là, lorsque vous avez été fouillé à l'Albor, ou lorsque vous avez entendu ce discours, pourquoi à ce moment-là n'être pas rentré dans une logique un peu plus de rupture, pas forcément clandestine, mais en tout cas de blocage et de dire, bon, nous, ça, on n'accepte pas. Selon vos fondamentaux nationalistes, ce n'était pas acceptable peut-être d'être allé aussi loin dans l'acceptation de la toute-puissance d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'è un proverbio russo qui dit « Je ne sais pas mica dove bene dove stesso scarpo ». Je rappelle d'abord que les décisions que nous avons prises à l'époque, y compris à l'Albor, nous les avons prises ensemble. Et nous les avons assumées ensemble, l'ensemble de la majorité qui était là. Moi, j'ai contribué à prendre cette décision. Et je l'ai dit publiquement, je me demande forcément si j'ai bien fait, dans la mesure où, aussi bien sur la forme que sur le fond, l'attitude de Manuel Valls en 2016, lorsqu'il vient et qu'il dit non à tout, ou encore l'attitude du président Macron les 6 et 7 février 2018, qui vient et qui dit non à tout, y compris dans des conditions qui sont extrêmement choquantes. Vous les avez rappelées. Vous aviez organisé une manifestation à la veille. Est-ce que vous ne la regrettez pas aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été un mauvais signal envoyé? Alors, c'est toujours la même chose. Alors, d'un côté, on fait une manifestation, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent confirmer ce qu'ont dit les urnes. Il n'y a pas d'incident. On peut se dire, on a fait une démonstration de force ponctuelle, qui vient corroborer, d'accord? De l'autre côté, on nous dit, mais vous auriez dû aller dans la rue et sans doute passer à un autre type d'action. Mais vous savez, lorsqu'on engage ça, on ne sait pas où ça termine. Moi, je ne regrette pas de continuer à avoir fait le choix de la démocratie. On ne peut pas me reprocher, excusez-moi, je termine, on ne peut pas me reprocher à moi d'avoir maintenu le cap de la démocratie alors que l'erreur historique pèse sur ceux qui, à Paris, n'ont pas respecté la démocratie. Pourquoi vous considérez que le rapport de force, c'est pas la démocratie? Ça existe dans les conflits sociaux, ça existe dans la société. Parce que ce que vous avez fait quand vous avez toléré d'être fouillé à l'Albor, et c'est pas un aveu de faiblesse à ce moment-là, face à quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a peut-être pris la mesure de ce qu'était la majorité territoriale, une force politique incontestable, une légitimité électorale. Et puis, paradoxalement, une impuissance politique. Une impuissance politique. Regardez-moi totale. Bien. Vous pensez que je donne l'impression de quelqu'un qui est faible ou qui recule sur ses convictions? En tout cas, c'est l'impression qu'a eu Macron, visiblement, parce qu'il n'a pas changé de politique. Vous savez, Macron, le président Macron, vous voyez comment il agit, non seulement en Corse et ailleurs. Et la France, vous voyez comment elle agit, non seulement en Corse et ailleurs. Moi, je reste persuadé que ce que nous avons fait, y compris pendant ces années, y compris avec la part de frustration de ne pas avoir encore débouché, d'avoir conforté le résultat des urnes, d'avoir convaincu, d'avoir construit une quasi-unanimité, d'être allé, y compris au contact des maires, y compris au contact des forces sociales, d'avoir préparé la victoire, que j'espère, en avril. Et si elle n'arrive pas en avril, qui viendra derrière inéluctablement, je continue de penser que c'était le bon choix. D'accord, mais maintenant, le rapport de force, vous ne répondez pas sur le rapport de force. Ce n'est pas dans votre culture politique. Le rapport de force. Les jeunes, à l'époque, sont arrivés dans la rue, nous ont dit, et m'ont dit, Gilles, on a eu plus que toi, nous en 7 jours, que toi en 7 années de discussion. C'est en partie vrai, et c'est très regrettable pour la démocratie. Mais je leur ai répondu à l'époque, et je leur ai dit ce soir, s'il n'y avait pas eu des décennies de combat, s'il n'y avait pas eu des victoires électorales, s'il n'y avait pas eu un suffrage universel qui s'est exprimé, comment on aurait assumé en Nouvelle-Calédonie? Il y a eu des dizaines de morts l'année dernière. Il y a eu une logique de rupture. Il y a eu des émeutes. Est-ce que derrière, ils ont plus avancé au plan politique? Non. Ils sont aujourd'hui dans une situation qui est extrêmement difficile, y compris pour le FNKS. Donc si on ne construit pas au plan politique, économique, social, sociétal, la capacité d'assumer à la fois un passage vers l'autonomie et l'exercice de l'autonomie dans la démocratie et dans la responsabilité, nous échouerons. Et donc globalement, même en Calédonie, si... il y a encore des discussions, hein. Mais sans parler il y a encore des discussions, mais ont-elles débouché sans parler au lendemain des émeutes? Non. Sans parler d'émeutes, le rapport de force, vous l'avez instauré par exemple sur la CCI récemment. C'est ce type de rapport de force-là. Écoutez, si vous voulez me convaincre qu'il faut à chaque fois qu'il y a un problème avec l'État... C'est pas un petit problème, là, ce dont on fait référence. Mais je suis fier de l'avoir fait. Et je remercie celles et ceux, notamment les salariés de la CCI, le président... l'ensemble des élus politiques. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une réaction là disproportionnée eu égard aux enjeux, quand il y a les enjeux fondamentaux de disparition du peuple corse, de reconnaissance en tout cas, qui étaient voulus depuis Aller, il y a au moins. En revanche, là, ça n'a pas été fait. Par contre, pour la CCI, qui est une affaire quand même un peu moins dans les fondamentaux du nationalisme, il n'est pas que c'est pas important, mais là, ça n'a pas été fait. C'est un peu surprenant, cette différence de temporalité et de mesure. Le rattachement
de la CCI à la collectivité de Corse, au-delà de son aspect technique complexe, consacre un principe qui est fondamental. C'est celui de la souveraineté économique des institutions de la Corse sur les infrastructures portuaires et aéroportuaires. C'est un principe essentiel pour notre développement actuel et celui des décennies à venir. Et c'est un principe qu'aucun territoire, y compris insulaire et y compris autonome, en Europe n'a réussi à faire prévaloir. Donc le rapport de force, mais aussi le travail de fond... C'est pas encore fini l'affaire de mais la c'est pas CCI. fini. Mais C'est jamais pour fini. le reste, vous a tout imposé. Le PTIC, sa gestion, c'est lui qui décide. Les choix de développement, la politique énergétique, celle des déchets. Non, les déchets... c'est lui qui commande. Si vous voulez, l'État commande beaucoup. Et l'État commande même trop, à mon avis. Et c'est bien le sens de mon combat. Et je souhaite que, de façon progressive, la totalité des compétences non régaliennes soit transférée vers la Corse et vers les Corses. Et que nous démontrions aussi, de façon démocratique et apaisée, que nous sommes capables d'exercer ces compétences, y compris dans le cadre d'un débat démocratique où il y a des opinions très différentes qui s'exercent. Mais j'ai envie de vous dire, le Pays Basque et la Catalogne, y compris la Catalogne, qui a fait un rapport de force citoyen, mais de rupture, elle n'a pas pour autant gagné aujourd'hui. Elle a même vous reculé. échangerez leur statut mais justement, avec la Corse, quand même. moi aussi je l'échangerai. Mais la Catalogne, elle a un statut de très large autonomie qui est presque une souveraineté, et le Pays Basque plus encore, depuis plus de 40 ans, depuis un demi-siècle. Et pourtant leur combat continue au quotidien. Et nous allons continuer, y compris lorsque nous aurons demain l'autonomie, parce que nous allons l'avoir, et je l'espère dès l'année 2026, on continuera à se battre dans tous les domaines, mais c'est l'histoire des sociétés, c'est l'histoire des peuples. On va avancer un petit peu. Alors les promesses non tenues ou pas encore tenues peuvent nourrir le désespoir des extrêmes. Hein. Le désespoir et les extrêmes, on est aujourd'hui dans un contexte de guerre culturelle, un peu orchestré notamment par l'extrême droite. Les questions d'identité prennent une acuité très particulière. Vous avez clairement condamné l'amalgame entre le nationalisme corse et le nationalisme français. À l'origine, le nationalisme corse défend un peuple dominé, le nationalisme français hiérarchise un petit peu les cultures, c'est tout à fait différent. Il y a pourtant des nationalistes corses qui sont attirés par cette aventure du mariage RN-Palatine, ou qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, le monde a changé, et je dirais a changé de plus en plus vite, y compris ces dernières années. Qui pouvait imaginer, il y a 5 ans ou à 6 ans, le 7 octobre à Gaza, qui pouvait imaginer une France surendettée, fracturée, sans gouvernement, avec des premiers ministres qui changent pratiquement tous les semaines, qui pouvait imaginer un président des États-Unis qui se met en scène sur ses propres réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle en train de, dernière image que j'ai vue dans une vidéo, en train de bombarder avec des excréments ses opposants. Et le pire, c'est que personne ne trouve rien à y redire, mais qu'au contraire, il y a des millions de personnes, des dizaines de millions, sans doute des centaines de millions, sur tous les continents, qui se reconnaissent dans ces dérives, tantôt fondamentalistes, tantôt totalitaires, tantôt d'hypernationalisme. Et donc, ce mouvement global, il existe aussi en Corse. Il a aujourd'hui en partie le vent en poupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vrais problèmes. Et moi, non seulement j'entends, mais je partage l'inquiétude et l'angoisse des Corses, et pas seulement des nationalistes. Dans un monde global, qui est celui que je viens de décrire, dans une société corse qui est confrontée, par exemple, à une évolution démographique sans précédent, 5000 arrivant tous les ans, à tel point qu'il y a un changement qui est profond. La spéculation immobilière. En 10 ans, on a 35 000 personnes en plus, ou 3 500. Oui, mais ça veut dire qu'on est aujourd'hui 360. C'est le solde de 3 500. On est aujourd'hui 360 000, où il y a moins d'une génération, on était 240 000. Et la plupart de ce différentiel est fait par excédent et solde migratoire positif. Donc, à l'évidence, ça a des déconstructions. Par contre, ce que je dis, c'est que le fait de dire que le nationalisme corse peut non seulement s'accommoder, mais s'intégrer, voire se dissoudre dans le nationalisme des extrêmes droites français, c'est une imposture. C'est une imposture par rapport à notre histoire. Notre histoire, celui de notre combat, c'est pas un combat gauchiste, c'est pas un combat woke, c'est pas un combat islamo-gauchiste, c'est celui d'un petit peuple qui veut être reconnu dans son existence et dans ses droits, et qui historiquement, y compris dans les moments les plus glorieux de son histoire, je pense à la période de Paoli, ou je pense à la période de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, a toujours porté au pinacle les valeurs
de résistance contre toutes les oppressions, les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité. Ça, c'est le peuple corse. Et ça, c'est le combat du peuple corse. Et c'est à l'opposé radical des valeurs d'extrême droite. La réalité démographique que vous avez décrite, ça remet en cause la communauté de destin? Ça la remet en cause dans une approche désincarnée et uniquement idéologique. Ce que je veux dire très clairement, c'est que je continue de dire, oui, mais concrètement, et de penser que, oui, être corse n'est pas une question de lieu de naissance, à titre essentiel, voire de couleur de peau ou de religion. Par contre, ne pas voir en face le fait que l'absence de maîtrise de notre langue, l'absence de statut de la langue, l'absence de maîtrise de la terre et les logiques de spéculation, les flux démographiques qui viennent aggraver un système économique qui est fondamentalement un système économique déstructurant. Tout cela conduit à un risque majeur de disparition, non seulement de notre identité collective et de notre peuple. Donc il faut répondre, comme il faut répondre, par exemple, aux logiques communautaristes. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'il y a 20 ans ou il y a 25 ans, je termine, vous savez, un exemple de la société corse, rapide, tiré de mon expérience. Moi, mes enfants, à l'époque, j'ai fait le choix, nous avons fait le choix en famille, de les placer dans la seule école bilingue de Bastia qui était dans une zone d'éducation prioritaire. Il y avait 60% de primo-arrivants dans ces classes-là. Et ces gosses qui arrivaient, qui étaient pour la plupart d'entre eux marocains ou portugais, eh bien, ils apprenaient le corse et ils devenaient, grâce à l'engagement des enseignants, des petits corses. Il y a 25 ans. 25 ans. Voilà. Aujourd'hui, vous pensez que c'est Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Alors on fait a comment ? renforcé les filières bilingues, c'est vrai, mais les mécanismes sont tellement puissants que des mamans qui hier, y compris d'origine marocaine ou portugaise, marocaine par exemple, s'intégraient dans la vie associative, dans la vie éducative, dans les syndicats, aujourd'hui c'est un phénomène de rétractation avec de plus en plus de femmes voilées, etc., etc. Dans des logiques communautaristes que je n'accepte pas et qui menacent effectivement notre vision de la société. On ferme la porte à l'immigration? Non, on ne ferme pas la porte à l'immigration. D'abord, on dialogue avec celles et ceux qui, notamment d'origine marocaine, sont en Corse, pour beaucoup d'entre eux depuis des décennies, et dont je dis qu'ils sont aussi devenus des Corses, dans les villes et dans les villages. Ensuite, on a un discours ferme, effectivement, contre tous les communautarismes, et notamment, bien évidemment, celui du communautarisme religieux, et notamment de l'islamisme, et a fortiori, on combat l'islamisme radical. Et à côté de ça, on renforce le projet politique, on généralise l'enseignement et la diffusion de la langue corse, on lutte contre la spéculation, nous reconnaissons notre peuple dans son existence et dans ses droits, et nous renforçons notre capacité à faire société et à faire nation. Du Sud, mais celle du Nord. Voilà. Et celle du Nord, elle participe aussi. Vous ne parlez pas de communautarisme. Aujourd'hui, la Corse, et d'ailleurs, la Corse, elle est menacée par plusieurs dangers. Est-ce qu'on parle de l'extrême droite, y compris celle qui cherche aujourd'hui, dans un schéma d'imposture, de démagogie et de populisme, à s'envelopper dans les plis du drapeau corse, elle ne parle jamais de la lutte contre les résidences secondaires. Elle ne parle jamais de la lutte contre la spéculation. Elle ne parle jamais de cette immigration de richesse qui vient, avec la puissance de l'argent, contribuer aussi à faire reculer les espaces agricoles. Cette extrême droite, qui avec imposture se pare des plis du drapeau corse, on ne l'entend jamais parler de la lutte contre les dérives mafieuses. Elle préfère dénoncer les petits arabes de quartier qui vendent de la drogue, qui génèrent éventuellement avec des petits Corses de l'insécurité, mais elle ne parle jamais de celles et ceux qui peuvent être Corses ou non Corses, qui génèrent des dizaines de millions d'euros de profit et le réinvestissent dans l'immobilier. La plus belle preuve, c'est la manifestation qui a été organisée à Paesenovo, par exemple, à laquelle non seulement l'extrême droite de M. Battini a appelé, mais où M. Julien Morganti, par ailleurs candidat aux élections municipales, a participé. Alors même, à cause d'une bagarre entre jeunes, où il y avait des Corses et des Arabes des deux côtés, avec 3 jours d'ITT, on fait cette manifestation-là, prétendument contre la violence et contre l'insécurité, le jour même où malheureusement, il y a un quadruple assassinat, avec 4 victimes corses et 2 personnes mises en examen qui bénéficient de la présomption d'innocence, qui sont également corses.
Vous voyez un peu le décalage. On parlera de la municipale là-bas plus tard, Gilles Simeoni. Vous ne parlez plus de colonisation de peuplement. C'était pourtant dans le champ lexical des nationalistes et des fondamentaux nationalistes. Est-ce qu'il y a une colonisation de peuplement en Corse? Est-ce qu'il y a une colonisation de peuplement? Il y a en tout cas des mécanismes, y compris des mécanismes de flux démographiques, qui participent à une logique de dépossession et de disparition de notre identité. Ce vocable auquel vous faites référence était notamment celui du FLN dans les années 80. Bon, moi, le problème, c'est pas de dire colonisation de peuplement ou pas colonisation de peuplement. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait 5000 personnes qui arrivent en Corse aujourd'hui, qui ne s'intègrent pas, qui, tantôt par le haut, par la richesse et l'acquisition de résidences secondaires, tantôt par le bas, à travers des logiques communautarisme ou des logiques de précarité qui, malheureusement, tirent aussi vers le bas notre société, contribuent à déstructurer nos grands équilibres? Non, c'est pas possible. Et donc, à cela, comment on répond? Est-ce qu'on répond par des réponses démagogiques, populistes et in fine, inefficace non plus? Comment on répond? On répond par une politique de fermeté contre les dérives mafieuses, une politique de fermeté contre les communautarismes et une politique de construction d'un projet qui, pour moi, doit être un projet national. Vous avez évoqué les dérives mafieuses et la violence en partie. La société se mobilise beaucoup sur ces questions. Le crime organisé a prospéré. D'aucuns y voient une faiblesse de la part de l'État. D'autres mettent en avant la faiblesse des mouvements nationalistes. N'est-ce pas tout simplement le modèle économique qui permet ça, modèle économique que vous avez finalement peu tenté d'infléchir, d'aucuns pourraient dire? Alors, nous avons tenté de l'infléchir, nous avons commencé à l'infléchir, et j'aimerais aussi qu'on parle... On va parler des dossiers après. Des dossiers, et notamment de ce que nous avons fait, y compris en termes concrets, parce qu'aujourd'hui, l'idée a largement pénétré les esprits, selon laquelle, dans les domaines concrets, infrastructure, santé, énergie, économie, langue sociale, le système mafieux n'est-il pas lié au-delà du discours qu'on peut avoir sur la morale, au système économique corse, avec le rapport de force qui permet d'obtenir des richesses et qui, du coup, permet à la mafia de prospérer? La criminalité organisée et les dérives mafieuses et leur renforcement objectif, ces dernières années, sont liés à plusieurs facteurs. Il y a un terreau historique et sociologique que l'on connaît. Nous sommes une île méditerranéenne. Il y avait un banditisme, y compris au milieu du XXe siècle, qui a évolué selon des formes qui ont été analysées, y compris dans les années 80, en partie d'ailleurs avec une large complaisance de l'État. Il y a aujourd'hui une évolution globale de la criminalité et des dérives mafieuses. On voit ce qui se passe partout. Et je voudrais quand même ouvrir une parenthèse. La région Île-de-France, 10 millions d'habitants, la plus riche de France, l'équivalent d'un petit État. Est-ce qu'une fois, ces élus ont parlé du narcotrafic dans le cadre des travaux de l'Assemblée du Conseil régional? Clermont-Ferrand, Grenoble, gangréné par le narcotrafic. Est-ce qu'une fois, la région Auvergne, grande région, a pris en main une chose. La région sud de notre ami et collègue Renaud Muselier, Marseille et les villes autour, est-ce qu'une fois ils ont pris l'initiative? Nous, avec la société civile, avec les collectifs anti-mafia, avec les syndicats, avec la Ligue des droits de l'homme, on a travaillé pendant 2 ans, sans l'État. On a voté une délibération à l'unanimité, 30 mesures dans tous les domaines, marché public, lutte contre la drogue, politique éducative en partenariat avec l'éducation nationale, le rectorat et le recteur Paolini. Nous avons fait ce que nous devions faire. Dernier mot, bien sûr que l'urbanisme et la spéculation immobilière, bien sûr qu'il y a certains modes de développement économique, bien sûr que l'appétit sur un certain nombre de marchés publics vient alimenter la criminalité organisée. À nous de construire les contre-pouvoirs et les antidotes démocratiques. Du système économique, je vais citer les propos tenus par Femagos lors d'une conférence de presse le 29 octobre 2015. Le vieux modèle économique insulaire basé sur le BTP, le tourisme saisonnier et concentré et les finances publiques comme une manne virtuelle maintenant emploi et services ne fonctionne plus. C'est ce que vous disiez en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur autre chose? Est-ce que ça fonctionne mieux? J'avais oublié. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le tourisme. Alors je vais vous dire, le tourisme saisonnier, ça tombe bien, l'actualité. Quand même vous dire. Quand on dit « vous ne faites rien », c'est vrai que quand on évite les catastrophes, on ne se rend pas compte qu'on les a évitées. Je vais prendre quelques exemples. L'aéroport de Calvi, la Cour des comptes voulait le fermer. On a investi massivement... C'est pas absurde. C'est pas absurde. Ça coûte cher à la collectivité. C'est pas notre choix. Oui, c'est vrai. Le préfet Le Large... Je sais que vous n'êtes pas le préfet Le Large, mais il disait on va pas mettre, pour une activité quand on va pas mettre 1 euro saison, dans les routes départementales parce qu'elles vont de nulle part à nulle part.
Il n'y a plus personne qui vit dans les jours. Ça, il me l'a dit dans son bureau. Il a dit c'est un problème du 19e siècle. On ne va pas mettre de l'argent du PTIC du 21e siècle dans les routes départementales. Ce à quoi j'ai répondu, le problème c'est qu'avec la France, les problèmes du 19e siècle ont continué au 20e et ne sont pas réglés au 21e. Et donc, monsieur le préfet, la Corse que vous imaginez vous, et qui m'a décrite, c'est-à-dire avec 90%, pas des Corses, des habitants du territoire, 90% des habitants du territoire qui vivent dans les grands pôles urbains, Bastia, Ajaccio, Portivietti, ce n'est pas la Corse que nous voulons. Et ce n'est pas la Corse pour laquelle nous nous sommes battus. Et ce n'est pas la Corse que nous allons construire. Parce que nous, on veut le rééquilibrage avec les villages, on veut l'intérieur, on veut la montagne, on veut un développement économique, social et territorial équilibré. Donc, port de Propriane, condamné à mort par la Commission européenne, plus de DSP à Propriane. On a sauvé la DSP. Et on a sauvé le port de Propriane. On a sauvé la DSP maritime. On n'a pas eu la compagnie régionale. On ne pouvait pas l'avoir, ils ne la voulaient pas. Et on aurait fait peser ce qu'a fait Ange Santini. Quand Ange Santini et sa majorité... Ce que vous nous dites, on le fait pas. Mais on a annoncé qu'on allait... C'est comme le train affolé. On a annoncé qu'on allait le porter. Après, moi, je suis quelqu'un de responsable. Si la Commission européenne me dit, mais si vous faites ça, nous, on vous condamne, et dans 10 ans, je fais payer aux Corses et aux responsables qui vont venir derrière moi 1 milliard d'euros d'amende, ça ne m'intéresse pas. Sur le modèle... 7 ports et 4 aéroports, vous ne trouvez pas que ça fait trop? Oui, c'est sûrement trop. Les 4 aéroports, nous voulons les maintenir. Et à travers la réforme que nous avons mise en œuvre, nous avons démontré que nous avons les moyens de les maintenir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les ports, oui, il y a une discussion. Faut-il maintenir en état le port de commerce de Porto Vecchio? Il faut discuter avec le maire, qui a de gros projets par ailleurs. Mais je pense effectivement que sans doute, y compris lorsqu'on voit le coût pour draguer le port de Porto Vecchio, eh bien on pourrait rabattre une partie de son trafic vers le port de Propriane. Ça ne vous dérangerait pas d'affaiblir Porto Vecchio, on peut dire? C'est pas un affaiblissement, au contraire. De toute façon, ça ne peut se faire qu'en concertation avec tout le monde. Et cette idée que j'ai avancée a d'ailleurs été reprise, au moins en son principe, me semble-t-il, à moins qu'il ait changé d'avis, là aussi, par le maire de Porto Vecchio. Mais on en parlera, ça s'impose pas. Alors je termine. Oui. Sur les flux aériens, oui, terrorisme désaisonnalisé, oui, on le fait. On l'a construit pour la première fois. Et on le fait avec l'ensemble des partenaires. On veut un tourisme à l'année dans un modèle économique durable. L'école de tourisme, on en a parlé pendant des années. On en a inauguré une en partenariat là aussi avec l'ensemble des professionnels, avec les chambres d'agriculture, avec la CCI, avec la chambre des métiers. C'était l'initiative de la CCI quand même. Que nous avons accompagné et que nous avons porté ensemble. Et tant mieux. Donc le BTP a eu une croissance énorme pendant... C'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les 35 000 personnes qui arrivent chaque année, parce qu'il faut construire, il y a des résidences secondaires. C'est un modèle qui n'était pas le vôtre à la base, mais que vous avez... 3 500, j'ai dit combien? 35 000. Oui, c'est un 35 000 en 10 ans. C'est un modèle qui n'est pas le nôtre. Pour autant, je suis attentif au fait que le BTP est aujourd'hui un secteur majeur de l'économie corse, c'est générateur d'emplois. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, on a renforcé la commande publique, on a donné de la lisibilité, de l'équité à travers l'évolution, y compris dans la structure juridique des marchés publics, pour permettre à toutes les entreprises sur tout le territoire d'accéder à la commande publique directe de la collectivité de Corse ou indirecte à travers les aides majeures que nous accordons aux communes, et c'est normal de le faire. Et à côté de ça, nous travaillons aussi à une réorientation. Nous ne voulons plus de résidences secondaires. Nous n'en voulons plus, nous le disons et nous l'assumons clairement, y compris dans le règlement des aides. Nous ne voulons plus de construction de résidences secondaires, nous voulons les fiscaliser. Par contre, nous souhaitons que le BTP se réoriente vers la construction de logements, de résidences principales. BTP, tourisme, vous n'avez pas de modèle alternatif, en fait. Oui, on a un modèle alternatif. Nous avons soutenu très largement, par exemple, la notion de bien commun que nous avons mis au cœur de la révision du PADUC, dans le domaine des énergies nouvelles renouvelables, dans le domaine du numérique, dans le domaine du tertiaire, dans le domaine de la santé et de l'économie sociale, dans le domaine du maintien des personnes âgées à domicile. Je salue Bianca Fazzi, je sais qu'elle va nous écouter, où nous avons fait une action qui ne fait pas de bruit. Le dispositif Imitiabé, les 15 millions de réhabilitation pour les EHPAD, là, hors compétence de la collectivité, là où rien n'avait été fait pendant des décennies. Mais je veux dire, le soutien aux maisons médicales de santé, mais bien sûr que ça produit de la richesse, ça produit de l'emploi, ça produit du lien social, y compris dans les territoires qui aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui, ont été marginalisés. Donc la réalité objective, c'est qu'aujourd'hui, on a un BTP et un tourisme qui sont les deux locomotives
du secteur. Est-ce qu'on va continuer à avoir deux locomotives qui nous entraînent dans un sens que nous ne voulons pas? Non, nous posons un cadre qui est celui d'un développement durable, équilibré, sur la saison, au plan territorial, et nous disons au BTP, la commande publique est là pour vous appuyer, y compris les artisans. Deuxièmement, réorientez-vous, allons vers la transition énergétique, allons vers la réhabilitation des villages de l'intérieur, allons vers la construction de résidences principales, allons, si nécessaire, vers la construction de logements sociaux dans un cadre juridique que nous maîtriserons mieux et qui permettra d'accéder. Et la même chose pour le tourisme. Vous écriviez en matière d'économie de production? L'économie de production, je pense quand même que nous la soutenons et elle existe aujourd'hui. Je veux dire, quand l'agriculture produit, l'agroalimentaire produit, un certain nombre d'entreprises, y compris dans des secteurs de pointe, par exemple comme l'aéronautique, produisent et sont des leaders. On pourrait en citer beaucoup. Ce que nous avons fait pour Oritz, dans un secteur extrêmement concurrentiel, où on est passé d'une DSP qui juridiquement ne pouvait pas résister, à un contrat de location-gérance qui ne nous permettait pas de mettre en œuvre notre vision politique. Nous avons fait C'est une entreprise, ça ne fait pas forcément un bilan. On va peut-être évoquer des éléments plus larges dans la société. J'y tiens beaucoup à l'exemple d'Oritz, parce que... Après, on va essayer d'avancer un petit peu logique rapidement sur Oritz, ça reste à parfaire et à confirmer sur la durée. Logique entrepreneuriale, production de richesse, partage de la richesse, implication des salariés, implication des communes du territoire, implication de l'ensemble des acteurs du secteur, participation de la Banque des territoires, et puis derrière, une production de richesse, une redistribution et une irrigation sur le territoire avec de l'emploi corse. C'est quand même un modèle qui est exemplaire. En 2015, durant la campagne, le Reacquist Economico passe par une réelle maîtrise des transports aériens comme maritimes. Parlons du maritime. Corsicaline appartient au consortium regroupant les principaux transporteurs et patrons de supermarchés. La Méridionale est propriété de Rodolphe Saadé, 24 milliards de bénéfices en 2022. Le plus petit, Corsica Ferries, vous fait payer 87 millions d'euros d'amende. Donc tout ça, ça veut dire quoi? C'est une façon de présenter les choses particulières, parce que 87 millions d'euros d'amende, c'est l'héritage. D'accord, mais je veux dire pas qu'il y a un secteur il y a un secteur économique qui est très puissant, avec un regroupement des acteurs. Sauf que que pèse la collectivité là-dedans? Vous oubliez de dire quelque chose d'important. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, parce qu'il y a tellement d'éléments. Dans le bilan, dans la présentation, la Commission européenne a fermé la porte, jusqu'à aujourd'hui, de façon ferme et définitive, à une compagnie régionale ou territoriale. Deuxièmement, la Commission européenne voulait faire disparaître les délégations de services publics, notamment dans le secteur maritime, mais également dans le secteur aérien. Nous avons sauvé... Vous vous êtes battu pour sauver l'existant, mais pas pour rompre le modèle, c'est ce que vous dites. Mais en sauvant l'existant, nous avons sauvé des milliers d'emplois, comme nous avons sauvé, à travers le rattachement, 1100 emplois à la CCI, comme nous allons sauver ceux de la Chambre des métiers, et comme nous allons sauver ceux d'Aircourt, c'est dans le cas du plan d'évolution. Mais il n'y a pas de modèle alternatif. Vous oubliez de dire une chose, c'est que le contrat de délégation de service public, celui que nous avons construit et fait valider, il s'est organisé autour de la notion de bénéfices raisonnables. Vous parlez des bénéfices colossaux de CMA, pas sur la Corse, mais en tout cas, c'est-à-dire que quand vous êtes face à Rodolphe Saadé, la collectivité ne pèse rien. La Méridionale perd 20 millions d'euros. 20 millions d'euros dans le cadre de son activité en Corse. Sur les transports, on va passer à autre chose. Bénéfice raisonnable, je le rappelle. Dès lors que nous avons une comptabilité, aller en Sardaigne, en Toscane, en Italie. Je peux finir. Oui, finissez, mais quand même, il faut qu'on avance, parce qu'il n'y a plus que centime près. Une quinzaine de mille d'émissions. Dès que le bénéfice réalisé par une compagnie délégataire franchit 2,5% du chiffre d'affaires global, il y a une clause de redistribution au profit de la collectivité de Corse. Vous oubliez également de dire... Donc les acteurs sont un petit peu encadrés par de nouvelles règles, c'est ce que vous expliquez. Dernier élément sur la continuité... Nous nous battons sur la dotation de continuité territoriale. Nous sommes confrontés à la nécessité de financer un service public qui a été maintenu dans son périmètre, qui a été diminué dans son coût, autour des 4 aéroports, toute l'année, y compris en session d'hiver, avec une enveloppe qui n'a plus été réactualisée depuis 2009, alors que tous les coûts ont explosé, y compris la fiscalité écologique, notamment les ETS, les fameux ETS. Et vous pensez que ça peut perdurer, cette continuité territoriale ? Et donc il faut faire évoluer le système. Mais nous devons le faire évoluer avec l'adhésion des partenaires sociaux, avec l'adhésion des compagnies, et construire un nouveau système qui conserve la performance, qui maintient l'intérêt des Corses. Lequel ? C'est celui que nous sommes en train que nous avons défendu,
et que nous allons faire nécessairement évoluer. Et c'est le travail auquel nous avons consacré une énergie considérable et qui a porté ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Même si, là comme ailleurs, rien n'est jamais définitivement acquis. Simeoni, très clairement, sur les transports, à part la baisse du tarif résident qui augmente, parce qu'il augmente mécaniquement avec la hausse des charges, qu'est-ce que vous avez fait en 10 ans? Les routes, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il n'y a pas de grands ouvrages routiers. Non, il n'y a pas de grands ouvrages routiers. On met toujours 2h30 pour faire Ajaccio-Bastia. On ne va pas jusqu'à Follet en train. Qu'est-ce qui a changé pour le quotidien des Corses? C'est ce qu'on vous oppose constamment, oui, le quotidien. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grands ouvrages de prestige, et c'est aussi un choix, mais également le résultat d'une contrainte, notamment les contraintes écologiques, environnementales. C'est pas un échec aussi Non, c'est pas du tout un échec. Je voudrais simplement vous donner quelques chiffres. Nous avons engagé, par exemple, sur les routes départementales, en 7 ans, nous avons mis pratiquement 700 millions d'euros de travaux. Donc, de petits travaux, est-ce qu'il y a eu de grands ouvrages? Non, mais il y a eu la réflexion et l'entretien. Alors, vous savez qu'il y a la part de la création et la part de l'entretien. Mais lorsqu'on met bout à bout la rénovation d'un certain nombre d'axes routiers, y compris dans l'intérieur, un certain nombre d'opérations, notamment visant à la fluidité de la circulation. Je pense à des grands ronds-points, des ouvrages souterrains, etc. Lorsqu'on regarde ce qui a été fait, alors bien sûr, on n'a pas ouvert le train jusqu'à Follet, mais enfin, le chemin de fer. On a fait évoluer la structure juridique, on est passé... Personne ne vous a obligé à lancer il y a 10 ans. Ça a été annoncé, ça n'a pas été fait. Mais par contre, est-ce qu'on accorde la même attention au fait que le CEREMA, organisme d'État, vient, dans un rapport récent, de dire que la stratégie de la collectivité de Corse en matière de développement des chemins de fer est exemplaire et une des meilleures de France. Est-ce que les Corses savent aujourd'hui que, par exemple, que ce soit dans le domaine du transport ferroviaire ou du transport routier, notamment à travers les transports scolaires, nous ouvrons des lignes, y compris pour 2 enfants. Là, vous personnellement, qui faites Ajaccio-Bastia régulièrement, nous avons augmenté de près de 25% le nombre de personnes transportées. Nous avons mis en place la CCVU, la commande centralisée à voie unique, qui va permettre d'aller vers l'intermodalité et qui entre Mezzane pour le train, mais et Ajaccio, et entre Casamotz et Bastia, et y compris en Balagne, va contribuer à un véritable train métro. Sur les routes, quand même, enfin, vous la prenez aussi. Non, mais vous qui venez d'Ajaccio, les créneaux de dépassement, vous les avez vus ça ne vous frustre pas, je vais vous donner un chiffre. On a mis 1,1 milliard d'euros dans les infrastructures, principalement les infrastructures routières, en 8 ans. Je veux dire, on ne peut pas faire plus. Peu de temps, il faut qu'on évoque un petit peu que vous connaissez. Rapidement les déchets, rapidement les moyens de la collectivité. Les déchets, quand même une question. Vous étiez pour une maîtrise du public. Finalement, c'est le privé qui a la main. Vous étiez pour une maîtrise des coûts, c'est de plus en plus cher. Et pour un tri à 60%, on est à peine à 38% au bout de 10 ans de mandature. N'est-ce pas un échec? On nous a dit longtemps, mais vous comprenez, vous n'avez pas de plan, la collectivité de Corse. Nous l'avons voté et il a été voté de façon quasi unanime. Qui a aujourd'hui la compétence en matière de déchets ? À titre principal, les intercommunalités, qui pour la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens juridiques, humains et financiers d'assumer le coût de la collecte, le CIVADEC, qui fait des choix de façon unilatérale, y compris dans le recours à un certain nombre d'appels d'offres, et l'État, qui ne siffle pas la fin de la récréation et qui n'accepte pas de reconfigurer le système, notamment pour mettre en œuvre le principe que nous avons acté, c'est-à-dire le principe de maîtrise publique, de gestion des déchets, premièrement, et deuxièmement, de généralisation du tri en amont de toute autre forme de traitement, y compris la valorisation. S'il n'y a pas une convergence stratégique, budgétaire et financière sur cette stratégie, eh bien, nous n'y arriverons pas. En d'autres mots, c'est l'éclatement des responsabilités. Ce n'est pas votre responsabilité, c'est ce que vous nous expliquez ce soir. Dernier élément, les moyens de la collectivité de Corse. Il y a eu la fusion. Vous ne regrettez pas, quand vous êtes arrivé au pouvoir, d'avoir fermé le centre d'enfouissement de Vico. Est-ce que le militantisme, il ne s'est pas un peu heurté un petit peu aussi à l'exercice du pouvoir à ce moment-là? Non, mais il fallait... Qui pouvait accueillir encore beaucoup de déchets, ça. Il fallait... Sauf que vous oubliez que la fermeture de Vico, comme les problèmes de Prunelli, ou le problème de Vigianello, ou la difficulté à ouvrir d'autres centres de stockage, vient du fait qu'on a stocké dans ces lieux des ordures ménagères qui n'étaient absolument pas triées, avec un impact environnemental et un impact sur le voisinage qui était totalement inadmissible. Ce que nous avons dit souvent, c'est que dès lors qu'on augmenterait le tri et que l'on stockerait des matières inertes, le stockage devient plus facile. C'était la raison pour laquelle il fallait monter en puissance sur l'ensemble du dispositif. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, il faut impérativement le faire, et ce d'autant mieux, et je le dis avec solennité, que la trajectoire budgétaire vers laquelle nous entraînent les choix unilatéraux
du CIVADEC, avec l'abstention et la complaisance de l'État sur un certain nombre de décisions, vont nous conduire dans une impasse budgétaire totale qui sera d'abord l'impasse des intercommunalités et des citoyens. 5 minutes pour parler des finances de la collectivité. En 2017, il y a eu, comme on le sait, la fusion des collectivités, CTC, Conseil généraux de Corse et Corse du Sud. Ce devait être au profit d'une administration plus efficace, avec une force publique plus forte. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là? D'aucuns disent, moi je travaille à la collectivité, je veux travailler ailleurs. On est certes bien payé à la collectivité, mais il n'y a pas forcément de cap, l'administration n'est pas tenue. Je ne suis pas d'accord avec ce constat. La fusion, à mon avis, a été une bonne réforme. Elle était logique, elle était cohérente. C'est une réforme complexe. Je rappelle que lorsqu'en France, les régions ont fusionné 2 ans avant nous, ils sont encore confrontés à des difficultés qu'ils ont moins bien dépassées que nous. Aujourd'hui, l'essentiel des difficultés, je le pense, derrière nous. Nous avons engagé depuis l'année dernière, notamment à travers la nomination de Jean-Baptiste Calendine comme directeur général des services et avec l'implication de l'ensemble des agents, des organisations syndicales et des cadres dirigeants de la collectivité de Corse, un mouvement puissant de réforme. Ce mouvement il vise à doter la Corse de l'institution forte, rayonnante, proche des citoyens et des territoires à laquelle les Corses ont droit et à laquelle ils aspirent. C'est un chantier essentiel et c'est un chantier effectivement que je compte accompagner et achever d'ici la fin de la mandature. Et si on fait cela d'ici la fin de la mandature, je pense que nous aurons bien défendu l'intérêt de la Corse. Un mot sur les moyens. Est-ce que vous avez les moyens d'agir? Est-ce que 1,5 milliard de dettes, 115 millions d'euros d'emprunts cette année, vous avez 2 minutes pour répondre là-dessus, après on va passer à Bastien. Je vais vous répondre très, très brièvement. Le problème n'est pas la dette. On a la capacité de rembourser, ça a été dit, et la plus grande partie de cette dette a été contractée avant notre arrivée. Le problème, c'est la faiblesse de nos recettes propres. Je vous donne un chiffre qui va permettre de comprendre. On a un budget de 1,1 milliard d'euros. Lorsqu'on a décidé, donc on a fait, je le rappelle, 350 millions d'euros d'investissement, là où les 3 collectivités, dans les années précédant la fusion, n'avaient fait que 270 millions d'euros. Donc on est monté en puissance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire la voilure. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce qu'on a des dépenses de fonctionnement importantes. Quelles sont ces dépenses de fonctionnement? Les dépenses sociales. 220 millions d'euros tous les ans de dépenses sociales et des difficultés qui sont assumées par les conseils départementaux en France, ici chez nous, puisqu'il y a eu la fusion, mais se rappeler que les conseils départementaux, y compris les conseils départementaux qui étaient riches, sont aujourd'hui en cessation de paiement. Donc nous, on a absorbé le choc, malgré le fait que notre population augmente et qu'elle vieillit plus que la moyenne française. Dernier chiffre important. Lorsqu'on a voulu activer nos recettes fiscales, quelle est notre marge de manœuvre? 5 millions d'euros supplémentaires. On a activé la marge, on a activé nos marges fiscales, on a gagné 5 millions d'euros, une goutte d'eau. Nous sommes dans la situation d'un homme qui est en train de mourir de soif, je reprends la métaphore, alors que nous avons des puits de recettes fiscales à côté de nous. La spéculation immobilière, on ne prend rien dessus. Des centaines de millions d'euros sur lesquels on ne prend pas un euro, il faut ça passe par l'autonomie. Deuxièmement, la TVA. La TVA a augmenté de plusieurs centaines de millions d'euros en quelques années. Nous ne prenons rien dessus. Il faut une discussion avec l'État, un nouveau pacte budgétaire, économique, fiscal et financier. Dans le cadre de l'autonomie, ça profitera à la collectivité de Corse et ça profitera aussi aux communes, aux intercommunalités. Moi, j'ai une question sur l'administration qui rejoint un petit peu les questions qu'on avait sur le pouvoir au début de l'émission. On dit que vous êtes très présent autour des DGS qui se sont succédés. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez être à la fois président de l'exécutif, ambassadeur de la Corse quand vous parlez avec Paris, et aussi directeur général des services? Est-ce que vous laissez vraiment la liberté à vos directeurs généraux des services? Je ne suis pas directeur général des services. Il y a un directeur pas aujourd'hui, général des services. mais c'est ce qui s'est dit pendant pas mal d'années. Après, on peut tout dire. Et souvent, vous me questionnez sur ce qui est dit et qui est globalement négatif. J'espère que vous entendez aussi des choses positives et je pense sincèrement, même si, encore une fois, j'assume ma part d'erreur, et il y en a toujours, et les limites, et ce qui reste à faire. Je vous dis aussi... c'est peut-être aussi le poste du président de l'exécutif qui est mal fait. Vous êtes quand même à la tête d'une administration de 4500 agents, plus de 4500 agents. Non, mais moi, vous savez, c'est vrai que le président du conseil exécutif, aujourd'hui, a des responsabilités immenses. Moi, je suis attaché, au-delà de la situation actuelle, à des institutions qui s'organisent autour du principe d'équilibre des pouvoirs.
C'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons commencé à le faire notamment à travers un renforcement du rôle de l'Assemblée de Corse, des commissions. Nous devons continuer à le faire, y compris en réussissant la fusion, le rattachement du futur établissement public. Nous devons faire vivre la démocratie tout en renforçant nos institutions. C'est important que les Corses aiment leurs institutions et les respectent. Il nous reste 5 minutes d'émission. Une question. Est-ce que vous serez bien candidat à Bastia en tête de liste? Oui, je serai candidat à Bastia en tête de liste. Ça procède d'un choix mûrement réfléchi, partagé avec l'ensemble de celles et ceux avec qui j'ai analysé la situation. Je serai candidat à Bastia. Dans l'optique d'être maire? Alors, il faudra voir ce que disent les Bastiais. Et les Bastiais, si vous êtes tête de liste et si vous gagnez. Si je suis élu, j'exercerai le mandat de maire, effectivement. Intégralement? Intégralement, en tout cas dans le cadre des 6 ans, prérogatives si Dieu me prête vie. Mais ceci étant, c'est l'intention. Cette question-là, elle impose aussi de dire, et aux Bastiaises et aux Bastiais, à l'ensemble des Corses, comment je vois la suite, puisque être maire impose de ne pas conserver la fonction essentielle de président du conseil exécutif. Ce choix, il vient aussi à un moment où viennent de s'écouler 10 années, vous l'avez dit. Le bilan que je porte à titre principal, avec celles et ceux qui, pendant ces 10 ans, ont contribué à l'exercice des responsabilités, c'est globalement un bilan dont je pense pouvoir être fier, même s'il a sa part de limite et même si beaucoup reste à faire. Je le redis avec solennité. Chaque décision que j'ai prise a été prise au nom de l'intérêt général et de l'intérêt du peuple corse. Il me reste 4 grands chantiers pour considérer que je suis allé au bout de ce qu'il fallait faire pendant ces 13 ans. Le premier, c'est le chantier de l'autonomie. L'autonomie, c'est le combat de ma vie. C'est un combat historique, c'est un combat qui a été mené par d'autres avant moi, y compris, vous le savez, dans une logique qui est celle d'un héritage familial qui est important aussi, même si chaque femme et chaque homme a sa part de vision. L'autonomie, elle est en avril. L'autonomie, elle vient sanctionner des décennies de combat et elle vient concrétiser ce que nous avons fait. Et ce combat-là, je vais continuer à le mener, y compris si ce n'est pas à la place qui est la mienne actuellement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'en ai parlé, la souveraineté... Ça veut dire que vous restez conseiller exécutif si vous êtes élu maire de Bastia en charge de l'autonomie. Voilà, pour que les gens comprennent. Oui, que les gens comprennent. Ça veut dire qu'il y a une équipe. Aujourd'hui, il y a une présidente de l'Assemblée de Corse, il y a un conseil exécutif, il y a un groupe majoritaire et il y a des groupes d'opposition. Ça veut dire que nous allons discuter, nous continuerons à le faire dans les semaines à venir, de ma place dans ce dispositif qui ne sera plus celle du président du conseil exécutif, mais une place qui me permettra d'assumer cette conquête de l'autonomie qui se fera entre avril et septembre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le rattachement. 1100 salariés. 1100 salariés de la CCI, la souveraineté de la Corse sur les ports et les aéroports, un contrat politique et moral qui a été passé entre Jean Domige, le président actuel, et moi-même, mais au-delà de ça, entre l'ensemble, directeur général, l'ensemble des cadres et l'ensemble des salariés de la CCI, cette réforme-là, je vais la mener à son terme. La troisième réforme, la réforme de l'administration. Il y a 4400 agents, sans compter les agences et offices, qui me font confiance et qui m'ont fait confiance en tant que chef de personnel. Même si je ne suis plus président du conseil exécutif, cette réforme-là, qui s'adresse autant aux agents qu'à l'ensemble des Corses, elle sera menée d'ici la fin de la mandature. Quatrième et dernier point, service public maritime et aérien. Ça, c'est un combat essentiel. Il y a la transformation d'Air Corse, il y a 800 salariés, 800 familles. C'est un fleuron de l'économie corse. Bon, en clair, vous restez président exécutif bis? Non, je ne reste pas président de l'économie de conseil exécutif bis. Je vous dis que moi, j'ai pris un engagement devant les Corses. Cet engagement, il a été consacré par le suffrage universel. Je suis fier de ce que j'ai fait pendant 10 ans. Je vais continuer à faire pour que ce cycle de 13 ans s'achève dans les conditions que je viens d'énoncer. J'ai dû partir en 2014 de Bastia, où les Bastiais m'avaient fait confiance et ça a été un moment extraordinaire. Vous savez que Bastia est ma ville. En tant que président du conseil exécutif, j'ai toujours placé l'équité au cœur de mes décisions pour toutes les villes, pour tous les villages et pour tous les territoires de Corse. Je retourne à Bastia, là où les choses ont commencé et là où les choses doivent être aujourd'hui, à mon avis, à la fois continuer. Je rends hommage
à l'action qui a été accomplie par le maire Pierre Savé vous les et par évoquez l'action un peu municipale. en les remplaçant ? Pas du tout, puisque la décision, elle est partagée entre nous. Il y a un enjeu de continuation, il y a un enjeu de renouvellement, y compris au plan stratégique, à Bastia et ailleurs. La continuité, le renouvellement. Qui va vous succéder à l'exécutif ? Notre objectif, c'est de faire converger l'ensemble des nationalistes. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça doit être engagé. C'est aussi de faire converger l'ensemble des forces de progrès. Si nous arrivons à faire ça, eh bien les 13 ans auront été 13 années globalement, malgré les difficultés, malgré le drame de l'assassinat d'Ivan Colonne, malgré la fermeture de l'État. Ces 13 années, je considérerais que nous avons fait ce que nous devons faire. À partir de là, avec l'autonomie, et en 2028, s'ouvrira un nouveau cycle dans l'histoire contemporaine de la Corse. D'autres femmes et d'autres hommes, sans doute plus jeunes que nous, auront à assumer les responsabilités. Nous devons le préparer aussi. Et en ce qui me concerne, et je termine, pour être très clair, je verrai comment je peux contribuer à la fois passer le flambeau, à la fois enraciner les victoires, à la fois préparer le lendemain. Vous le savez, la Corse et le peuple corse, ça a construit toute ma vie et il continuera d'en être ainsi. Vous les laissez à qui ces responsabilités de président de l'exécutif ? Déjà, vous les laissez ou vous les fuyez Non, je ne les fuis pas, je ne crois pas. Vous savez, on à me qui reproche... les laissez-vous ? Vous avez une trentaine de secondes. Est-ce qu'on sait savoir ce soir qui sera président ? Je ne vais pas le dire ce soir. Nous allons en discuter. Nous allons discuter pas fait encore, c'est avec pas la présidente de l'Assemblée de Corse. Nous allons en parler avec le Conseil exécutif. Je vais parler aussi avec l'ensemble des Corses. Je vais leur expliquer les raisons de ma décision. Et comme toujours, je me remettrai à la décision des Corses, à leur avis et à leur analyse. Merci Gilles Simeone, merci à vous également Pierre et Jean Vitus. Cette émission se termine, alors vous aurez constaté c'était politique et non pas foot e basta, ritroarete a foot e basta domani sera. Domani troverò di piacere di ritrovarvi in notizie in lingua corsa, mezz'ora e mezzo. Ringraziamo a tutti e buonasera.